Ossa. Bonjour à tous, bienvenue sur le deuxième épisode de Ronin Knowledge Podcast. Aujourd'hui, et comme toujours, en compagnie de Eric de la Sablière. Bonjour. Et aujourd'hui, notre invité, Gérald Ladérive. Salut. Le Ronin Knowledge Podcast vous est présenté par Choknami, marque de textile streetwear inspirée par le lifestyle des arts martiaux, et est également soutenu par Clean Hugs, des savons naturels par les sportifs pour les sportifs. Ok, merci Eric. Et donc, Gérald, les cascades, ça en est où? J'ai arrêté depuis un sacré paquet d'années, je ne saurais même pas dire combien de temps. C'était un petit délire entre potes qu'on avait justement quand j'ai commencé les arts martiaux au taekwondo. Donc honnêtement, ça doit faire au moins 15 ans, voire peut-être un peu plus quand on a arrêté ça. On faisait des petits enfin pas des petits films, des petits films, on peut dire ça, parce que ça durait 2-3 minutes quoi. Et on s'amusait à recopier justement les films de Jackie Chan et essayer de faire nos propres chorégraphies. Et donc, Il virevoltait, hein. Ouais, il virevoltait. Il virevolte encore, hein. On a vu les vidéos, ça envoie du lourd. Et continue, mais on va s'y remettre là, on va s'y remettre maintenant. On va commencer à refaire nos petites cascades. Et donc, tu viens du taekwondo, vous venez du taekwondo avec tes potes, c'est ça? Tu as commencé en quelle année? Comment tu as commencé? Où tu t'entraînais? Alors, en quelle année? Si je dis pas de bêtises, c'était 96 ou 97 dans ces eaux-là. J'avais à peine une douzaine d'années. Je m'y suis mis, pourquoi? Parce que j'ai vu une démonstration dans un forum des associations totalement lambda, quoi. Et j'ai vu des mecs en train de faire des coups de pied sautés et de péter des planches. Moi, avec mon âge de gamin, j'avais les yeux qui brillent quand je voyais Jackie Chan et tout ce qui va avec. Et là, tu vois des mecs en live qui pètent des planches en faisant des coups de pied. Tu fais, vas-y, je veux faire ça, c'est obligé. C'est trop bien. C'est comme ça que je suis arrivé au taekwondo, en fait. Et tu as continué tout de suite les chorégraphies, les accros, dès que tu as commencé, tu as fait ça? Non, en fait, le concept, c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui faisait ça, qui s'amusait à faire ça, et quand j'ai vu, ça m'a fait fantasmer direct. D'accord. Mais c'était pas avec, c'est ça qui est marrant avec la technologie d'aujourd'hui, c'était avec les vieilles caméras HD, avec les tout petites cassettes. En gros, pour faire une vidéo de 2 minutes, ça te prenait 2 jours. Ah ouais, d'accord. Entre la chorégraphie que tu mettais les en place montages et filmer, et le montage, mais ça mettait un temps, mais c'était monstrueux. Et donc, avec le taekwondo, tu as fait de la compète, tu as fait des voyages? Ouais, j'ai fait de la compète parce que le taekwondo, il est un peu... Enfin, à l'époque, maintenant, à l'heure actuelle, je sais plus exactement, je suis plus à la page. Mais à l'époque, c'était un peu divisé en deux. Tu avais la compétition technique et la compétition... Les fameux Pumse. Ouais, et moi, j'ai fait les deux, du coup. D'accord. En termes de compétition, je suis arrivé au niveau national chez les deux. Ah, bien. Et donc, tu as fait des voyages, tu me racontais, tu as été parti en Corée. Ouais, j'ai eu la chance de pouvoir partir 2 fois en Corée, à peu près 2 fois 2 semaines. On est parti avec un grand mec qui s'appelle Kim Yong-go, qui est aussi bien haut gradé en taekwondo que haut gradé militaire. D'accord. Et c'est là le côté qui était vraiment cool au niveau du voyage. Il nous a fait tout découvrir, entre guillemets, autour du taekwondo. Parce que généralement, quand on vient d'une discipline, pas forcément en particulier du taekwondo, je pense que tu pourrais en parler avec le Brésil, mais l'image qu'on a sur la discipline et d'où ça vient, c'est tous des monstres. Il n'y a pas un mec qui a un niveau... on en parlait aujourd'hui. Un tout petit niveau. Et en fait, on a eu la chance de tout voir là-bas. On a vu les Korean Tigers qui s'entraînaient au Kokiwon. Le Kokiwon, c'est le siège de la Fédération mondiale. Tu peux parler un peu parce que tout le monde, nous, on pour les Korean Tigers, qui sont les Korean Tigers. Les Korean Tigers, en fait, c'est, je sais pas si ça s'appelle toujours de la même manière. C'est l'équipe de démonstration de Corée. En gros, eux, ils font le tour du monde pour aller faire des démonstrations de taekwondo. Physiquement, c'est Matrix. Les mecs, ils font des sauts, ils collent dans les airs, ils font 5-6 coups de pied dans le même saut, c'est hallucinant. On va mettre un lien d'un highlight des Korean Tigers de 2018-2019. Ah non, justement, il faut mettre les anciens. Faut mettre les anciens. Je trouve ça un peu vrillé. Maintenant, c'est plus... les images qu'on va voir maintenant, c'est plus acrobatique, pure acrobatique. Les anciens, c'était acrobatique, mais il y avait énormément de coups de pied. Là, il y en a de moins en moins. C'est des grosses acrobaties. Et t'as une jambe qui part 2010, 2009, comme ça, même avant. Ouais, 2000, les années 2000. Les années 2000, ouais. Ok. Je me souviens même des anciennes démonstrations où ils avaient les Dobok, ils étaient sponsorisés par Neo Geo, donc ça date pas d'hier, quoi. Ah ouais, d'accord, ça fait un moment. Et c'est là où c'est vraiment les plus belles démonstrations. Au niveau des expériences que tu as vécues là-bas, tu as tourné avec des Coréens? Tu as fait des combats avec eux, des assauts, tout comme ça? Non, on n'a pas fait en taekwondo, on avait fait en apkido. Des maîtres en apkido, ouais. Pour l'anecdote, c'était assez drôle.
les Coréens sont très 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 carrés. D'accord. Si tu débordes un petit peu d'un truc, ça leur va pas. Donc je me souviens, le maître nous avait amené dans un dojo. Là-bas, il y en a tous les 300 mètres. Et il a demandé aux plus gradés de prendre l'échauffement. Et le maître, justement, qui voulait nous présenter pour nous entraîner, a vu ça. Il l'a eu de travers, parce que c'est pas lui qui a donné l'ordre, tu vois. Ok. Et il commençait à défoncer les gens les uns derrière les autres. Ouais, histoire de dire vous manquez de respect. Et après l'autre grand maître a vu ça, il a dit non mais arrête, ils sont cool. C'est moi qui leur ai dit. Et t'avais des low kicks qui passaient sur chacun, les uns après les autres, mais des low kicks. Fort, ouais. Mets-toi comme ça, bouge pas, je vais te montrer ce que c'est qu'un low kick. Je sais qu'en Corée, moi j'ai eu alors c'est anecdotique, mais j'ai eu un bon ami coréen, qui est un grand ami d'ailleurs. Et les châtiments corporels sont encore extrêmement tolérés là-bas. Et est-ce que tu as vu ça dans le contexte des arts martiaux? Parce que je sais qu'ils utilisent le taekwondo comme vitrine culturelle et aussi comme mode éducatif. Est-ce que tu as vu beaucoup de châtiments corporels sur place? J'en ai vu un. C'est un bon sujet ça. Les châtiments corporels lors de ton voyage. J'en ai vu un et sur un enfant. Donc c'est pas. Ah ouais, d'accord. C'est pas ouf. Hein. Âme sensible, couper cette partie de la vidéo. En fait, c'était. Eric, il est content. Il faisait exprès pour nous une démonstration d'Apkido. Ce qui est hallucinant d'ailleurs, c'est en termes de sol, ce qu'ils avaient. T'avais un bâtiment, tu montais des escaliers et tu sais pas pourquoi tu te trouvais dans une grande salle à l'intérieur d'un bâtiment. Une salle pour les châtiments corporels. Ça s'appelle un donjon. Ça s'appelle un donjon, pas un donjon. Et là, ce qui était hallucinant, c'était des gosses qui faisaient vraiment une démonstration d'Aikido en termes de chute et en termes d'explosivité. C'était incroyable. C'est pas eux qui faisaient la course en flip? Non, ça c'était les Tigers. Ok. Et juste pour vous, c'est vraiment pas du mytho. Hein. Cherchez sur internet, vous allez trouver. Donc t'as, comment dire, les enfants en position de tortue, qui font une montagne comme ça. Donc balèze, il doit en avoir 6 ou 7 déjà. Ouais. Donc imagine la taille du truc en longueur et en hauteur, plus un qui est droit debout en baissant la tête comme ça. Et le gamin, qui était pas très grand, allait 8 ans à tout péter, qui faisait la chute par-dessus. Il fait la première, il se loupe. Mais généralement, quand tu te loupes tu te déboîtes. Parce que tu fais quand même un bond, franchement, il fait 2 mètres sur 2 mètres. Sauf qu'il a 8 ans. Donc c'est déjà... Donc il se déboîte cher, le maître vient le voir, il l'a pas frappé, mais il lui a dit vas-y, tu recommences direct. Mais tu sentais qu'il en prenait une directe s'il ratait. La deuxième, malgré qu'il soit, je pense... sa colonne vertébrale devait se faire un bon gros Z. Et du coup, il a fait la deuxième, il l'a fait nickel. Sous la pression. Mais je pense vraiment, il doit y en avoir. Comme même, quoi. J'ai vu aussi sur une espèce de cours de récré en interne, tu vois, à l'intérieur. Les gamins, ils font... Enfin, je sais même pas si tu peux appeler ça une cour de récré, mais il y avait beaucoup de gamins. Et pour les mettre en rang ou quoi que ce soit, c'est chose que tu n'arriveras jamais en France. L'instit ou le prof, tout est mélangé là-bas, du coup tu sais pas qui est qui. Tu vois tous les gamins, là tu dis mais c'est pas possible. C'est hallucinant, il y a 2 secondes, il y avait un brouhaha comme c'était pas permis, ils étaient en train de s'amuser. Tac tac, juste 2 claques dans les mains, ils se regardent à vous. Moi il y a un film que j'aime beaucoup, qui est pas connu du tout, que j'ai vu quand j'étais plus jeune, que mon ami coréen m'a montré, qui apparemment est un film culte en Corée, qui s'appelle Attack the Gas Station. Il faut attaquer la station-service. Sur un groupe de jeunes qui attaquent une station-service pour rigoler en fait, qui braquent une station-service mais pour s'amuser, et chacun d'entre eux à sa façon a été rejeté par la société ou le système éducatif coréen. Donc je recommande ce film, et c'est un film qui montre justement les châtiments corporels, et apparemment un châtiment corporel qui est hyper commun, c'est on te mettre en pont sur la tête. Donc mon ami coréen a confirmé qu'il avait vu ça dans son école, hein. Donc on est comme un trépied, donc pas en pont avant, et ils vous font rester comme ça, mais sans coussin, sans rien, hein, sur le sol, jusqu'à ce qu'on te dise de t'arrêter. D'accord. Pour te punir. Et que ça, que c'est une punition. Après, moi, j'ai pas vu de truc trafic. Non, mais qu'en gros, c'est une punition qui maintenant, aujourd'hui, je pense, vu qu'ils sont très influencés par la culture quand même américaine et par la culture internet en général, ça a peut-être diminué un peu. Mais c'est quelque chose qui, dans les années 90, était commun. Mais même au Japon, hein, tu le vois. Hein. Mais tu sais que, petit coucou à Damien, Xavier, à Freddy. Parce qu'il mettait des petits coucous là. Et donc justement, on part chez Ramdas Sandet, qui est un combattant
très connu en Thaïlande de boxe thaï, qui a combattu aussi Incroyable. au Japon en MMA. Chez lui, donc le matin, il donne les cours pour les enfants. Et quand ils arrivent en retard, il leur fait ça. Il vient, il a un petit shinai en bois. Et et ils font des tours de course au soleil. Mais en vrai, pas longtemps, tout est mesuré et tout. Mais c'est symbolique, tu vois. Et donc, il y avait ça aussi là-bas. Donc, nous, on était étonnés avec Freddy. Mais tu vois, il file droit les petits. Ils sortent de l'école, ils s'entraînent. Moi, j'ai pas vu, bon, à part ce truc-là où le gamin, il s'est vraiment déboîté et il a recommencé aussi sec. Tu l'as pas revu d'autres fois, quoi. J'ai revu un truc, mais pour moi, c'est kiff-kiff pareil, hein, psychologiquement. C'est un instinct qui donnait justement des cours de taekwondo, mais en anglais. Il leur parle en anglais. Et quand il leur pose des questions ou quoi que ce soit, l'enfant se lève, au garde à vous, Sir, yes sir, avant de répondre, tu vois. D'accord. Ça, c'est un peu choquant. Djurgård parle de ça, ouais. Il dit qu'il appelait les très gens spécial. sœurs. Ouais. Après, Qu'est-ce que ouais, tu as c'est question pensé d'éducation, Désolé je de pense. t'interrompre. Non, non, excuse-moi. c'est bon. Qu'est-ce que tu as pensé des installations là-bas pour le taekwondo? C'est ouf. On est complètement à la traîne en termes Ah ouais d'installation. Ouais, tu rentres dans une pièce. Je m'en souviens d'un. Bon, c'était certes le plus joli, pas le plus grand, mais vraiment le plus joli. Tu rentrais dans la pièce, tu retirais tes chaussures. Et en fait, tu avais les tapis imitation parquet. Ce qui est assez bizarre, je me souviens. C'est bien fait ça? Ah ouais, c'est trop bien fait. Ouais. C'est des tapis puzzle, mais bien épais. Ce qui fait que D'accord. tu peux chuter dessus. Et c'est Ok. lessivable en 2-2. Et ce qui était assez marrant, c'est que dans beaucoup de salles, tu as des trépieds avec un pupitre, justement, pour qu'ils puissent parler. Et tout. Dans beaucoup de salles. Ils aiment bien Un faire. petit C'est discours. des orateurs, quoi. Ouais, il y a toujours. Pas dans toutes les salles, mais dans beaucoup. Et il y a une autre salle, ça par contre, ouais, pourtant j'y suis allé vraiment. Il y a un sacré bout de temps. Ils étaient déjà dans le futur. Par exemple, tu avais des cours enfants, c'était pas dans toutes les salles, ça je l'ai vu dans une, mais ça date d'il y a plus de 10 ans, hein, même beaucoup plus de 10 ans. T'avais une salle, t'emmenais ton enfant, et en fait, t'avais la webcam qui filmait le cours, donc tu savais où était ton enfant, et t'avais aussi, pour pas que les parents interfèrent avec les enfants à l'intérieur des cours, parce que ça, c'est sympa sur le premier cours, ils voient leur Après, enfant, ouais, mais après, ça peut devenir vite lourd. Et ben, en fait, ils ont une salle d'attente avec des écrans géants, parce que tu avais des cours différents pour les enfants, avec les gradés, les compétiteurs, machin. D'accord. Et sur chaque écran, tu avais le cours différent où le parent pouvait attendre son enfant dans la salle d'attente et voir directement le cours. Ça, c'est ouf, hein. C'est Ah, Mais plutôt- il y a plutôt plus de pas mal. 10 ans. Hein. Ouais, donc maintenant, Donc ça maintenant, doit être. je sais pas ce qu'ils font, mais Ils ont des profs virtuels, tout ouais, ça. c'est limite ça, ouais. Et donc toi, tu as un projet à côté de ça éducatif avec les enfants, dans lequel tu utilises les arts martiaux, le MMA, ce que tu as appris en taekwondo et compagnie. Est-ce qu'il y a des choses que tu as, donc tu vas pouvoir en parler un peu, mais est-ce qu'il y a des choses que tu as vues en Corée que tu penses, tu dis qu'ils étaient en avance, que tu penses que tu utilises aujourd'hui, des méthodes du taekwondo, des arts martiaux traditionnels que tu utilises pour enseigner le MMA à des enfants un peu plus en difficulté, etc. Donc est-ce que tu peux déjà nous parler de ton projet Ouais, en fait, moi, moi je suis éducateur spécialisé. Je travaille au sein d'un ITEP. Un D'accord. ITEP, c'est quoi? C'est le nom barbare, c'est Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. Donc ça accueille des enfants qui ont des troubles du comportement. Et justement, moi j'ai commencé. Enfin, les éducateurs, dans leur métier, ils sont amenés à monter des projets. D'accord. Après, tout dépend du public que tu as et où tu travailles. Moi, j'ai commencé il y a un bout de temps. Enfin, non, j'ai pas commencé. C'est. En fait, à la base, le projet qui avait été monté, j'avais été appelé par un éducateur spécialisé parce que moi, je donnais que des cours. Je n'étais même pas éducateur. Je savais même pas ce que les troubles du comportement. Je savais même pas que ça existait. Je ne connaissais rien du tout de ça. Et en fait, j'étais prestataire de service de l'extérieur pour donner des cours de taekwondo. D'accord. Mais il y a de ça, Babel Wed. Et justement, l'éducateur, c'est Romain Navarro. Ok. Donc, ça date de, Ah ouais. de il y a C'est longtemps. comme ça que tu l'as connu ou tu le connaissais avant? Je le connaissais d'avant. Du taekwondo? Ouais. Ok. Et à ce moment précis aussi, j'étais en train de me former pour le taekwondo pour passer les diplômes, le brevet d'état. Et mon prof m'avait dit, écoute, est-ce que tu veux me suivre? Ok. Si tu vas là-bas, si tu arrives à donner des cours, tu donnes des cours partout. Ok. Les doigts dans le nez. J'ai dit, bah vas-y, si c'est formateur. Et je me souviens, le premier cours que j'ai donné là-bas, il y a, je sais plus si c'était un gamin ou une gamine, je crois que c'est une gamine, qui avait certainement dû criser juste avant. Et le premier truc qu'elle me dit, mais je m'en bats les couilles de ta discipline de merde. Ah bah c'est cool. C'est une bonne Merci. introduction. Merci. C'est bien. C'est toi, Merci. t'arrives, tu veux te former, c'est le premier mot qu'on te dit sur ce cours-là. Allez les enfants, je t'encule. On n'était pas loin, tu vois.
Donc t'es là, tu te dis, Un petit lapin. Vas-y. soit je suis très sûr de moi, j'arrive à faire mon truc, soit il me tue direct, il me mange. Donc après tu Sans fais que la peur, c'est comme les chiens. Mais c'est justement compliqué de trouver la Le juste milieu, là, la bonne la mesure. posture la bonne que mesure, que tu dois adopter face à ça. Après, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire des remplacements là-bas pour joindre les deux bouts parce que le taekwondo, ça fait pas manger. Hein. Ça fait manger, mais un tout petit peu, quoi. Du riz. Ouais, C'est ça. On mange Et, comme en Corée, mais bon. Et du coup, au fur et à... Du kimchi, des algues. Bon, C'est vas-y. ça. Tu sais, les petits trucs, les petits mets. Pas Ah, la des bouffe petits elle-même. mets. Non. Sauf que ça, tu commences dès 7h du matin. Ah, d'accord, ok. Donc c'est un peu dur. Même si t'es pas très sucré, c'est un peu C'est dur. un peu dur, ouais. De fil en aiguille, je me suis retrouvé éducateur là-bas. J'ai mené le projet de taekwondo après en solo de mon côté sur de l'internat où je me souviens, je faisais plusieurs soirs par semaine. D'accord. Ça se passait super bien, c'était vachement bien. Il y a un moment, j'ai saturé. Je ne sais plus pour quelle raison, j'arrive même plus à m'en souvenir. J'avais plus envie. J'ai arrêté, je me suis mis au MMA. T'as commencé où ça? À Melun, dans la salle d'à côté avec Ibrahim Mogino. D'accord, C'est là où j'ai connu Peter Ligier. d'accord. Je ne saurais pas donner une date, mais je me souviens qu'avec Peter, on parlait de Modern Warfare 2, donc c'est dans cette époque-là. D'accord, vraiment. C'est juste... Ce sont nos marqueurs temporels en fait, Voilà. qui nous permettent de nous repérer dans le temps les jeux, etc. Peter qui sera notre prochain invité d'ailleurs, combattant du Bellator. Ça Et, te donne de lutte à livrer. Et Guy qui a ses heures pas Perdu. perdues, non pas perdues. C'est se retrouver, ouais. Ses heures trouvées. J'ai commencé là-bas en n'ayant pas forcément une bonne image du MMA, parce que moi j'avais vu les premiers UFC et je trouvais que c'était vraiment un truc de boucher, quoi. Ouais. Tu tapais pour taper sans réfléchir. Et de fil en aiguille, je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir, pour faire le parallèle avec le taekwondo, un prof qui n'était pas clivé, justement, qui te disait si tu veux savoir, va. Et à cet âge-là, en plus, t'es jeune, t'as un peu moins de la vingtaine, t'es ceinture noire, tu te sens plus pissé, quoi. Tu roules les mécaniques et tout. Tu fais des acrobaties comme Jackie Chan. C'est ça. Voilà. Et j'ai un pote, justement, avant de commencer le MMA, qui me dit je connais un professeur de jiu-jitsu, viens, on y va. Et il m'a dit si tu veux, toi, tu peux me taper. Et moi, je te tape pas. Je me suis dit je vais le dégommer. Il m'a défoncé. Et là, ça m'a remis les idées en place. Ibrahim. Non, c'était pas Ibrahim, c'était le met sur scène, je me souviens plus de son nom, mais c'était quelqu'un de très gentil, très ouvert. D'accord. Et là, je me souviens, je me dis, attends, j'ai même pas réussi à le taper, et lui, il m'a dérouillé comme c'est pas permis. Et là, c'est bien parce que ça te met une grosse claque. Tu te dis, je suis fort, en compète, ça va, bon, je suis pas non plus le meilleur du monde, mais je m'en sors bien. Et là, j'y vais, il y a un mec, j'essaie de le taper, j'arrive pas à le taper, et en plus, il me dérouille. Dans un contexte de MMA, on le voit avec des combattants comme Anthony Pettis, Anderson Silva, le taekwondo, c'est une discipline qui est un incroyable, je trouve, art de soutien. Ouais. C'est-à-dire que c'est un démultiplicateur de striking. C'est-à-dire quelqu'un qui fait déjà du kickboxing, du kyokushin, enfin du quelque chose, un art, on va dire, un peu plus appuyé que le taekwondo tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. Le fait d'avoir cette dextérité de jambes, cette puissance sur les coups de pied retournés et les coups de pied acrobatiques, ça démultiplie les angles, j'ai l'impression, en MMA. Je sais pas ce que tu en retoques, Kevin. Moi, je pense que... non, c'est vrai, mais en plus, il y a plusieurs styles de coups de pied. Donc, les coups de pied assez larges et très puissants qu'on retrouve en box time. Mais il faut savoir qu'en box time, même, il y a plusieurs sortes de middle. Donc, un middle assez large et puissant et middle un peu plus à la senshai, plus court. Et ben dans le taekwondo, on est juste au milieu et les jambes sont très rapides. Donc, c'est plus facile d'envoyer une jambe et d'enchaîner par des points avec des jambes de taekwondo puisqu'elles se lèvent un peu, tu sais, en diagonale. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite, il y a beaucoup de retraits du buste et de vision qui sont développés sur un jeu très, très, très rapide en taekwondo, donc ça développe des très de bons combattants et ça développe, comme on en parlait tout à l'heure, une vision, une visu et une gestion de la distance parce que c'est l'escrime des jambes littéralement. Donc c'est bien transféré. Aussi, hein. Et la gestion de l'espace, du corps en mouvement. On va pas se mentir, meilleur coup de pied rotatif à au-delà de 180 degrés, c'est les meilleurs, je pense. Probablement. En plus, donc bien adapté, c'est une excellente discipline. Et donc avec ces enfants, tu leur as enseigné le taekwondo, le MMA. Après une pause pendant plusieurs années. Ouais. De mon côté, je me suis aussi formé dans le milieu social et médico-social. Et après, suite avec un peu d'expérience que j'avais en MMA, je me suis dit pourquoi pas faire ça, quoi. D'accord. Après, je me sentais pas à l'aise, sachant que je l'avais jamais fait.
Mais je me suis dit, bon, voilà, c'est pas les mêmes techniques, mais pédagogiquement, on reste dans le même cadre, ça change rien. C'est des coups, des prises, peu importe. La technique, en fait, ça te permet d'arriver à quelque chose chez l'enfant qui va te permettre de développer des capacités, des compétences chez lui. Mais c'est la technique en elle-même, j'ai envie de dire, tu t'en fous. C'est un vecteur en fait. Ouais, c'est ça. C'est un vecteur pour pouvoir travailler d'autres qualités en fait. Exactement, qui va pouvoir. C'est un vecteur qui va permettre de développer ses qualités justement au quotidien sur ces difficultés qu'il a lui. D'accord. Qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui ne sont pas des convertis comme nous et qui mettraient en cause ou en doute l'idée que ce serait positif d'enseigner à des enfants qui ont déjà des troubles de comportement parfois violents, justement un art martial ou des techniques d'arts martiaux qui au final les rendent plus efficaces dans un contexte d'opposition avec quelqu'un d'autre? Alors, après, ça dépend du profil de l'enfant déjà. D'accord. Chaque profil est différent. Et les objectifs que je vais avoir, déjà, ce pas des objectifs sportifs. Après, il ne faut pas se voiler la face et pas être hypocrite non plus. Quand ils arrivent à faire certains trucs et que le niveau il augmente, tu es content. C'est sûr. Après, les objectifs que je vais avoir, par exemple, si c'est un enfant violent, c'est justement qu'il puisse vider ça. Et moi, dans le projet, j'ai toujours essayé de faire en sorte de commencer l'activité dès le lundi matin. Comme des fois, ils passent des week-ends un peu mouvementés, ça permet déjà de se vider l'esprit d'entrée de jeu. D'accord. Après, tu as plusieurs types d'enfants. Je sais que moi, j'en avais un qui était très introverti. Ça lui a permis de s'ouvrir, justement, de prendre confiance en lui. Un autre, c'était tout l'inverse. C'était une pile électrique, impossible de s'asseoir. Voilà. Ça, c'était quand il était calme et qu'il était assis tranquillement. Alors, imagine. Donc, lui, pour comprendre une consigne, se poser sur la consigne et faire quelque chose, c'était compliqué. Donc, lui, c'était plus se baser sur la concentration. Par exemple, si tu lui fais faire des enchaînements ou quoi que ce soit, lui, tu fais des enchaînements bien longs pour que là-dedans, ça cogite. Il avait besoin de ça. Pour celui qui était très, très introverti, je le faisais tourner régulièrement avec moi parce qu'il avait un niveau qui était vraiment correct. Tout ça. Ouais, voilà. Et après, ça peut te paraître un peu barge, mais chez les enfants, tu vois, qui sont un peu introvertis ou quoi que ce soit, quand ils t'osent pas toucher la figure, moi je vais mettre ma tête dans le point, tu vois, et dire tu vois, c'est pas grave, je suis pas défiguré ou quoi que ce soit, même si des fois je mets la tête dans le point, je mets mon nez, je suis là, oh putain, quel con. Et je lui dis, tu vois, c'est pas grave, prends confiance, c'est moi, je vais pas te ruiner derrière, prends confiance, n'aie pas peur. Et du coup, ça a marché. Et tu voyais des résultats, des changements, on va dire même de l'ordre, si on peut dire thérapeutique. Est-ce que tu penses que tu as vu des résultats qui t'ont confirmé l'efficacité donc, de l'utilisation des arts martiaux mixtes pour accompagner un petit peu le suivi de ces enfants qui sont en difficulté? Pour pas faire une globalité, parce que c'est pas non plus la solution miracle, faut pas non plus rêver, mais par contre pour ceux avec qui je travaille au quotidien, et ça même certains collègues me l'ont dit, un mot, même quand ça partait en vrille, ou un que je voyais Edouard, j'ai un collègue qui m'a dit ouais, moi quand je les appelle ils viennent pas et tout, moi des fois je fais en sorte qu'ils me regardent, je fais juste ça, le gamin il vient. Ça crée un lien qui est super fort. D'accord. Et mais ça pour le travail au quotidien quand tu es dans un ITEP, c'est un truc de mais au niveau de leur comportement à long terme, est-ce que tu penses que ça ancre quelque chose, un nouveau comportement? Ouais. Parce qu'ils ont... J'ai essayé de créer quand j'ai créé le projet, je l'ai créé à l'arrache. Honnêtement, je l'ai créé à l'arrache en me disant je vais essayer ici, je vais essayer ça, on verra ce que ça donne. Ensuite, je me suis dit comment les valoriser face au travail qu'ils ont fourni. J'ai contacté le MMA Factory et Taylor Lapierre. C'est un peu les seuls trucs que je connaissais autour du MMA. C'est déjà pas mal. Ouais. Des références. Hein. Mais le truc, c'est que en fait, quand je les ai contactés via Facebook, je me suis dit c'est sûr qu'ils vont me dire non. Ils n'ont pas que ça à faire, quoi. Et ils m'ont dit oui. Je m'y attendais pas. Et en fait, j'ai vu la transformation des enfants. Quand ils sont partis là-bas? Ouais, ils étaient fous de joie. Et après, quand j'ai donné le cours d'après, limite, tu n'entendais pas une mouche voler. J'ai tourné avec pas mal de pros, ils étaient plus disciplinés que certains pros, tu vois. C'était comme ça, je vais y retourner. Tu vois. Et je me suis dit, tiens, ça c'est une source de motivation. Et plus peut-être qu'un grade pour eux. D'accord. Tu vois, ils se disent... j'ai ça comme objectif, c'est de pouvoir y aller. Donc il faut que je me tienne à carreau parce que je sais que... Parce qu'ils savent que moi j'ai qu'une parole. Si je te dis c'est mort, tu viens pas, tu sais que c'est fini. Il n'y aura pas de machine arrière. Il y a un référent après maintenant. C'est-à-dire qu'ils ont un... Est-ce que tu penses que ça
vu que c'est des enfants qui sont, je suppose, vachement confrontés à la violence morale, physique, Ouais. dans leur, je veux dire à l'extérieur, enfin certains d'entre eux en tout cas, pour ceux pour qui c'est le cas, est-ce que tu penses que ça change, ça change leur rapport à la violence? Ça, je pourrais pas trop te répondre parce que peut-être leur rapport à la violence au sein de l'institution, oui. Après, au quotidien, je suis pas avec eux. Comme je suis à l'externat, je suis pas dans leur famille pour voir. D'accord. Est-ce qu'ils vont peut-être prendre du recul ou pas? Sur l'institution, oui. Parce qu'ils y tiennent à l'activité, en fait. Et ils ont pas envie que ça leur passe sous le nez, justement. Parce qu'ils ont vraiment envie d'y aller, quoi. C'est Ok, cool, ça. super intéressant. Vraiment en tout cas, c'est un beau projet et c'est un super. Moi, ce qui m'a attendri, parce que je suis intervenu plusieurs fois avec eux, c'est vrai qu'ils te donnent plus que tu reçois, limite, parce qu'ils te donnent beaucoup d'énergie et tout. Et puis, on sent vraiment qu'ils sont passionnés et qu'ils sentent que ça leur sert à quelque chose. Tu vois? Et c'est un bel angle pour la légalisation de notre sport. Exactement. Le MMA qui devrait être légalisé pour 2020, on attend la fédération. Pour moi, ce que tu fais là, c'est la base du travail. C'est pas les pros, c'est le loisir et le sport, on va dire insertion et côté social. Donc ça, c'est vraiment important. Pour finir cette première partie du podcast, quels sont tes projets dans un futur proche avec ce MMA socio-éducatif? Moi, ce que j'aimerais bien, c'est le projet, parce que le projet, je m'en suis servi pour écrire mon mémoire pour passer éducateur spécialisé. Essayer justement. Félicitations d'ailleurs, on a fait la fête. Je m'en souviens bien. Pour essayer justement de le transvaser face à d'autres publics, comment le faire pour le transformer justement et qu'il êt le même impact en fait. D'accord. Et que ça serve, mais pas que en ITEP en fait, que ça serve vraiment à un maximum de monde. Bah, si vous êtes intéressé par du MMA socio-éducatif ou même du MMA loisirs, pédagogique, etc. Vous avez un expert là, donc n'hésitez pas à le contacter. Vous avez un expert, n'hésitez pas à le contacter ou à nous contacter sur la chaîne, on se voit tout le temps. Et si donc vous avez des transmettra. questions concernant des projets de ce type, si vous voulez mettre en place, si vous voulez des conseils, n'hésitez pas à nous faire signe, à nous le dire et on vous mettra en contact avec Gérald. On va mettre en dessous de la vidéo le lien de Gérald pour le contacter. N'hésitez pas à lui poser plein de questions, que ce soit sur les jeux vidéo, le MMA, le taekwondo, Ou Dragon Ball. les films, Dragon Ball. Dragon Ball, C'est si vous le- avez un doute Si vous avez un doute, sur une timeline, un truc, Gérald, C'est bon. il va s'asseoir, il va prendre un donut, il va tout vous expliquer et il va faire une roue il est sur les mains conférencier après. sur les timelines de Mais Dragon Ball. conférencier. Ok, ben merci à vous, merci Gérald, Merci Gérald. Gérald. Eric. Allez, Fin de la première partie. On continue toujours avec Eric de la Sablière et Gérald la Dérive. Et c'est parti. moi j'avais pour cette seconde partie une petite question à vous poser. Ça n'a rien à voir avec les arts martiaux, mais est-ce que, si vous voyez là en vidéo, je suppose que vous voyez vu qu'on a une caméra, il y a une petite différence entre mes bras et ceux de Gérald et Johnny. C'est que Les au-delà mains sont pas aussi gros. Hein. non. C'est la branlette. Arrête la branlette, Eric. La Au-delà. branlette. T'as vu, même avec la main gauche. Ouais. C'est le fait que moi je suis pas tatoué. J'ai zéro tatouage, je me suis jamais fait tatouer nulle part, même en dessous, rien du tout. Moi j'ai une question. T'as un tatouage caché, mais on n'en parlera pas. C'est si tu veux. Ouais. Mais est-ce que vous les regrettez parfois? Ouais. Ah, ça c'est une question hein, parce que. Non. Mais dis la vérité. Non, je te jure, non. Mais dis. Non. Il a dit voilà, c'est bon. Et elle dit voilà, c'est bon. Non, tu regrettes pas? Non. En fait, c'est pas je regrette, mais je les aurais fait différemment parfois. Donc, C'est-à-dire. c'est un peu des regrets. Par exemple, moi, celui-là, je l'ai fait. Celui qui est dans le dos, c'est le moins travaillé, mais Ouais. c'est celui qui a une plus belle histoire. C'est à mes 18 ans, je voulais un tatouage, et comme du côté de ma mère, j'ai des origines indiennes, tu sais, Ouais. Cherokee, et donc je cherchais Ah un bon truc. Ouais. Et donc je cherchais un truc qui était en rapport avec ça, et j'ai regardé dans une tribu, il y avait le signe de la perfection. Je savais pas ça. Ah, tu savais pas? Et donc, j'ai cherché un petit peu, j'ai regardé, et la plupart de ma famille sont au Ottawa City, un truc comme Mhm. ça. Et il y a un signe qui représente la perfection, et donc je l'ai À quel remis. pourcentage? Ah, je sais pas, c'était ma grand-mère qui m'a dit ça. Et donc, fais attention parce que si t'as un pourcentage, tu peux toucher de la thune. Hein. Bah, je sais pas quel pourcentage. Mais en tout cas, bah voilà, et voilà, je l'ai ramené au tatoueur. Le tatoueur il m'a dit bon, on va l'inverser, on va le mettre dans ce sens-là, on va le faire comme ça, et je le voulais là, comme Shenshirk, mais en plus gros, parce que j'aimais bien le combattant Shenshirk. Et donc voilà, je l'ai fait. Donc celui-là, je le regrette pas. Après, celui-là non plus, One Life,
c'était important de le faire même à un endroit visible parce que dans ma famille, les gens ils ont des tatouages. Mon père il a des tatouages sur le visage et tout ça. Donc c'est un symbole particulier, c'est presque un rite de passage pour les hommes et tout ça. Mais sur le bras, il y en a certains, quand je regarde, il y a des défauts, je les aurais fait différemment et tout ça. Donc j'ai contacté Bim Skaizoku, qui était un élève de Kostya Shlakov et qui est un très très bon tatoueur, qui a étudié au Japon, qui a appris son travail au Japon, il travaille pour Capcom, etc. etc. Et donc il m'a fait certains de mes tatouages et ils ont un plus belle gueule maintenant. Maintenant, j'aimerais continuer un petit peu sur le dos de la main, aller là et jusqu'au coude. Et après, voilà, c'est des tatouages qui sont un peu chicanos et tout. J'aime bien, c'est street, mais moi, ça veut pas du tout dire le sens qu'ils ont à la base. C'est pas du tout le truc de voyou. Ça représente la mère, ça, c'est le père. La ville, c'est la vie. Les dés, c'est prendre toujours sa chance, tout ça. Et voilà, Vida Loca, c'est rebondir sur tout ce qui se passe dans la vie. Donc en fait, chaque tatouage a une signification, mais pas du tout street pour moi. Et toi, Jenny, moi, c'est pareil, même s'ils sont un peu différents, j'en ai sur les jambes. Il est beau celui que tu as sur le tibia, il est joli. Hein. Ouais, il y en a un qui est écrit en coréen sur le tibia gauche. Que tu as fait faire par un. Tu avais d'abord fait faire la calligraphie par un calligraphe. La calligraphie avait été faite par un maître, mais c'est pas taekwondo, c'est pas le nom d'une discipline, c'est Mudo Shongsin, c'est l'esprit que tu as, quoi. C'est combattre avec un esprit droit. Donc derrière, sur le mollet droit, tu as un samouraï, c'est kiff pareil au final. Et puis là, même si c'est maori, ça reste la même chose. En fait, il y a plein de symboles, c'est que des valeurs autour de la famille, du respect, de l'amitié, du combat. Enfin, toujours, les trois, ils veulent dire la même chose. Ah, donc il y a une signification tu veux dire, des différentes parties de ton tatouage ? Pas tous. Ouais, il y en a là, oui. C'est surtout ceux-là. Après, je me souviens plus l'ordre. Ouais. Il faudrait que je rachète le dictionnaire. Mais ceux-là. Montre à la caméra. Ceux-là, là, les carrés. Là. Celui-ci. Après, il y a aussi la patte du tatoueur pour que ça fasse joli. Et ça fait quel ? Enfin, donc moi, personnellement, comme je vous ai dit, jamais franchi le pas. J'ai été tenté une ou deux fois, mais... Tu vas y venir de toute façon. Toi, t'es convaincu que je vais y venir. Ouais. Johnny, il est convaincu que je vais finir tatoué. Hein. Moi, ouais, c'est sûr. Moi, j'ai un pote qui est comme toi qui veut vous le mais j'ai pas une J'aimerais bien, mais il sait pas quoi faire. En fait, j'ai pas une opposition. Je suis pas du tout opposé à l'idée du tatouage. Attends, on s'arrête. Yva, salut, je te vois. Je t'attends à la suite, j'espère que t'es rentré. Gros bisous. J'ai pas d'opposition, tu vois, morale au fait d'être tatoué. Si la seule opposition que je pourrais avoir, enfin le seul frein extérieur à moi que je pourrais avoir, c'est mon père. Mon père est plutôt jeune et il est extrêmement opposé à l'idée du tatouage. Et alors, évidemment, on fait pas les choses pour ses parents ou quoi que ce soit, mais l'idée. Non, mais ça joue quand même. De voir ça, l'idée de voir ça. En fait, je le vois de temps en temps. Voilà, je vois l'idée de voir sa tête. Rien que le fait de l'entendre me rebattre les oreilles avec le fait que c'est horrible, que c'est une catastrophe, etc. Rien que ça je suis déjà fatigué. Ensuite, je pourrais très bien le faire à un endroit où il le verra pas. Et de toute façon, si tu as vraiment envie de le faire, tu fais pour toi. Hein. C'est rien. Mais pour vous dire que je suis pas encore prêt à franchir le pas, c'est qu'un truc mineur comme ça me fait déjà me dire, wow, ça me saoule. Alors que si mon père, tu vois, me disait, je veux pas. Enfin, c'était d'ailleurs ça, tu vois, je veux pas que tu fasses du jiu-jitsu, t'en fasses ta vie, je le fais quoi qu'il arrive. Donc c'est un autre truc. Mais je me suis déjà posé la question, j'ai déjà eu Alors peut-être que il faut que j'attende d'avoir quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, mais en même temps d'autres personnes m'ont dit c'est justement faut faire un truc comme ça. Si t'as vraiment envie de faire tatouer, tu t'en fous de ce que t'as sur toi. Je suis pas nécessairement d'accord, je sais pas. C'est plusieurs choses. Moi je pense, en tout cas pour moi, je voulais pas un truc de trop figuratif dans le sens où il faut que ça signifie quelque chose de profond pour s'ancrer quelque chose dans la peau. Il y a un autre truc qu'on ne parle pas beaucoup et qui est vraiment important, c'est la conséquence du tatouage sur la peau. Donc en fait, il y a eu des études qui ont été faites il n'y a pas longtemps et certains combattants de l'UFC qui étaient très tatoués, on a retrouvé des traces de mercure dans leur corps. Donc ça, il faut le dire. Plus ils sont tatoués, plus ils ont des traces de mercure, ça influence certaines maladies de peau, etc. etc. Donc le tatouage n'est pas un acte anodin. Il faut créer quand même une détox pour pouvoir éliminer ces métaux lourds qui sont présents dans l'encre du tatouage et qui restent sous l'épiderme. Et ça, on n'en parle jamais, mais maintenant on le sait. Et il faut faire attention. Tu as des gens qui sont plus sensibles à ça et qui peuvent... Donc, c'est pas pour faire peur, mais c'est un acte c'est comme une scarification, un tatouage. Parce que c'est des micro-scarifications.
il faut vraiment faut vraiment que ça signifie quelque chose pour vous et ça s'entretient. Il faut le garder, on le garde à vie. Maintenant, même si on peut en effacer, il faut que ça corresponde à quelque chose que vous allez assumer toute votre vie. Faut pas que ce soit comme un cadeau de Noël, quoi. Je l'ai eu, je suis content, et puis le mois d'après, je me dis, c'est pas si bien que ça au final. Faut que ce soit réfléchi longuement, quoi. Faut pas. C'est pour ça, excuse-moi, c'est pour ça que dans là j'ai plein de livres sur les tatouages que Julie m'a fait voir. Ma femme, elle est tatouée sur eux. T'as déjà vu, hein? Ouais, c'est impressionnant. Hein. T'as déjà vu, hein? C'est un peu très clair. Elle est tatouée sur tout le côté du corps et vraiment des gros tatouages, toute la jambe et tout. Et c'est des heures et des heures et des heures. C'est vraiment une grosse pièce. Et donc elle a des livres qui m'ont fait découvrir plein de trucs sur les tatouages, notamment déjà moi dans mon éducation, le tatouage ça a sa place. C'est comme un rituel, quoi, limite. Hein. Bien sûr. Mais quand tu regardes dans d'autres histoires, dans d'autres sociétés, à d'autres moments de l'histoire, le tatouage, il avait une partie esthétique, mais aussi il avait une grosse partie limite psychologique. C'est-à-dire pour eux, ça a une conséquence. C'est-à-dire je le mets sur moi parce que je veux revendiquer quelque chose. Je suis une femme, je suis célibataire, mon mari il est mort, je suis un guerrier, je veux la protection des dieux. Donc bon, bref. Au Japon, toujours, hein, tu peux pas rentrer dans les termes si t'es tatoué, par exemple. Ça, c'est super marrant parce qu'on connaît combien de combattants qui sont tatoués de trucs japonais. En fait, c'est des familles mafieuses et t'as pas le droit. Normalement, t'as pas le droit, tu connais très bien, t'as pas le droit de mettre ça. Vous savez qu'au Japon, il y a beaucoup de yakuza qui ont je crois que ça s'appelle Irizumi, donc l'habit complet là, qui ont des problèmes de reins parce que ils sont tellement couverts avec des encres tellement épaisses et c'est fait à la main, c'est beaucoup plus profond, fait qu'ils peuvent plus transpirer proprement, correctement, et donc ils ont des problèmes d'évacuation des toxines. Tu vois, c'est marrant ça. Mais parce qu'ils sont couverts, et c'est une des raisons pour laquelle ils laissent. C'est pas uniquement pour cacher quand on met un kimono. Une des raisons pour laquelle ils laissent le milieu, c'est pour pouvoir transpirer parce qu'ils transpirent plus de ces parties-là de leur corps. Et ils font, ça c'est intéressant, si t'es quelqu'un de plutôt timoré, ils te mettent quelque chose d'extrêmement agressif. Et si au contraire, t'es quelqu'un d'un peu emporté, ils te mettent une quinine ou une canone qui est censée te calmer. Ils ont tu parlais de tatouage qui a une signification. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'Otzi, le gars qu'ils ont trouvé qui était gelé dans les Alpes italiennes. D'accord. Tu sais, l'homme de glace là. Mais ils ont trouvé un homme préhistorique, gelé, tu vois, et on s'est rendu compte qu'il était poursuivi en fait, qu'il s'était fait blesser. Et à des endroits où il avait de l'arthrite et eu des blessures, des fractures, il faisait des tatouages par superstition thérapeutique, et il avait des marques de tatouage déjà aux endroits où il avait eu des fractures. Genre des runes protectrices. Voilà, exactement. Et c'est 4 points. Ils sont tous différents en fait. Et c'est des tatouages thérapeutiques. Il a des tatouages sur le visage aussi. Incroyable. Tu vois ? Comme quoi, c'est ancien. Hein. Tu retrouves ça. Mais tu sais, en Thaïlande, quand tu vas te faire comment ça s'appelle les tatouages ? Ils sont beaux ceux-là. Les tatouages traditionnels, oui. Les tatouages traditionnels, et en fait, c'est pas toi qui choisis. Tu vas voir le tatoueur. C'est lui qui décide où il veut faire et tout. Les saillantes, je crois que ça s'appelle comme ça, sanguillantes. Et en fait, c'est des tatouages de protection aussi. T'en as spéciaux pour les boxeurs. Pour les boxeurs et tout ça, ça fait pas. En fait, dans toutes les cultures, tu retrouves même chez les Vikings, les Celtes et tout ça, on retrouve des tatouages qui sont avec des runes de protection, notamment pour les berserkers, tout ça, et tout. On retrouve ça, tu vois. Et moi, quand je regarde mes tatouages, des fois, et que t'as un petit coup de mou, un truc comme ça, pour moi, ça me motive. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais moi, ça me motive. Je regarde, tu sais. Ça, je regarde et ça me motive, tu vois. Ça te rappelle tes objectifs un petit peu. Donc ça doit pas être et ce que tu veux être et qui tu veux être, quelle personne tu veux être. Et ça, je trouve que c'est important. Même si ça se fait doucement, mais c'est un rappel que tu as tout le temps, tu vois. Et c'est pour ça que ça prend beaucoup d'importance. C'est intéressant ça. Moi, ça m'intéresse, je vous dis, parce que je suis très curieux, je suis très friand de regarder les tatouages, d'aller dans des expositions de tatouages. Moi, j'ai une question en rebondissant là-dessus. Est-ce que vous avez des petits rituels dans la vie de tous les jours ou des superstitions ? Non, il rigole parce que là on est mort. Et, des petits trucs que vous faites dans la vie de tous les jours. Par exemple, tu as vu tout à l'heure pour fermer la porte, moi je vérifie 50 fois. Je travaille à la suite, donc je suis coach à la suite à Paris. Si vous voulez des coachings personnalisés, n'hésitez pas à aller à la suite. Rue de Béroul, Saint-Mandé et Crozatier. Et donc, pour fermer la porte, je la ferme 10 fois, je vérifie tout. Parce que sinon, j'ai l'impression que je ne l'ai pas fermée. Tu vois, j'ai des trucs comme ça. Moi, je te laisse parler parce qu'après, ça va être difficile. Ça va être très long. En fait, là, on pas beaucoup. Hein.
Des tocs ou des rituels, voilà. Je t'interdis d'utiliser ce mot. J'en ai D'accord, vraiment pas pardon. beaucoup. C'est en fait quand je marche dehors, si tu remarques, je suis tout le temps en train de taper ma poche, mais très légèrement. Je le fais discrètement pour vérifier que si j'ai mes clés. Et si j'ai mon portefeuille dans la poche arrière, je suis D'accord. tout le temps en train de mettre des coups dans la poche arrière pour vérifier qu'il est là aussi. On sait très bien que c'est parce que tu touches le cul. Donc... Ouais, je mets ma main dans ma poche toute la journée. Pourquoi ta main bouge, Pourquoi Gérard, ta main... dans ta Attends, poche je cherche bien loin mes clés. Attends, ta gueule. Regarde-moi dans les yeux. Dans les Je dois yeux. être un peu parano, c'est souvent quand je vais dans les endroits. Mais où il y pourquoi a tu plein fais ça de au monde. cinéma aussi? Non, je rigole. Mais là, mon Le jour où on est parti voir Gérald, Spider-Man pendant tout le film. le truc qui Pendant bougeait. tout le film, son popcorn est entre ses jambes et il arrêtait pas de vouloir que j'en prenne. Moi, j'en voulais pas. Et Non, je mais disais, pas le vas-y, popcorn. prends-ça. Prends du Il y popcorn. avait des merguez dans son popcorn, j'ai pas compris. Non, Popcorn salé. Bon, vas-y. Vas-y. Moi, j'ai des troubles obsessionnels compulsifs. Voilà, donc tu veux qu'on en parle? Donc, mais pour de vrai. Ouais. Je fais pas genre, ah, moi je suis trop, j'ai des tocs et tout. Non, moi j'ai des vrais tocs. Ouais. Que j'ai eu pendant longtemps. Non, des non, c'est vrais- vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais d'accord, toi t'as rien vu. Hein. J'ai des vrais troubles obsessionnels compulsifs, surtout pendant mon adolescence. Donc, moi j'ai déjà. Il y a du su et tout, j'ai j'en parlais. déjà. J'habitais en Égypte, j'ai fait 18 fois par jour le Non. tour de la pyramide de Gizeh. C'est bien ça. Moi j'ai déjà éteint et allumé un interrupteur chez moi pendant 4 heures d'affilée. Pourquoi? Ah ouais, Euh, les visiteurs. j'ai des Jour, jours, nuit. nuit. Non, j'ai déjà j'ai fait ça. J'ai fait des trucs genre en plus j'avais un des pires trucs, j'avais ce qu'on appelle les tocs numériques, c'est-à-dire que c'était des multiples et des trucs de choses qu'il fallait que je fasse nombre de fois, des multiples de plusieurs noms, donc c'était catastrophique. Je transpire rien d'y penser tellement c'était chiant. J'ai passé j'ai ouvert et fermé des portes pendant des 1284 fois. J'ai Est-ce que les carreaux, les trucs de sol, tu marches que sur une certaine couleur de carreaux, des trucs comme ça, ou sur la ligne? Est-ce que ça te faisait ça? non aussi? alors ça tout le monde fait ça, tu vois, pour rigoler. Mais j'ai déjà Ouais, quand t'as 8 ans quoi. Ouais. j'ai Ah oui. j'ai déjà, mais disons que j'ai déjà fait un truc plutôt. Si je commence avec ça va plutôt être. Il faut que je. Ça, c'est rien, ça, c'est pour rigoler. Moi, ça aurait été. Il faut que je marche dans le carreau, d'accord. Il faut que tous les 4 pas soient un pied droit, au milieu, multiplié par 3. Divisé par 26 par mon Multiplié âge. par 3 avec 2 carreaux entre chaque. Tu vois, des trucs. Et t'imagines- regarde, attends, moi j'ai une autre question, attends encore. Est-ce que des fois vous donnez des défis dans votre tête, vous dites ah si je fais pas ça, Donc en gros, Si là, j'arrive moi, à faire j'étais en ça- train de te raconter un problème pathologique auquel je parle à personne, enfin maintenant aussi, et toi tu me coupes. Et attends, non, laisse-moi vas-y finir. fini. Ok, d'accord, bon, voilà. Je retourne, voilà, non. Et ça a été très dur. Il a fallu, c'est en partie grâce au fait de faire des arts martiaux que j'ai réussi à dépasser ça. Mais tu le fais encore, mais sauf dans le jiu-jitsu, dans Non, la mais lutte libre, vraiment. beaucoup moins. En fait, c'est parce que je suis un névrosé un peu compulsif. Donc, c'est ma nature d'être un peu névrosé compulsif. Mais c'est pas des tocs. C'est juste du perfectionnisme mais un toc, c'est tu peux pas t'empêcher de le faire, tu vois. D'accord. T'as pris le contrôle. Et en fait, quand j'ai commencé en faisant ça, j'aime tellement les arts martiaux, le jiu-jitsu, enfin la lutte à livre en particulier. C'est tellement quelque chose que j'aime que quand j'ai commencé à avoir, parce que il y a des répétitions techniques, des choses que tu peux numériser, à avoir des tocs là-dedans, ça a commencé à se présenter. J'ai dit, il n'est pas question que je salisse ça Ok. avec tu vois, que ça rentre et que en gros, parce que c'est une souffrance, tu vois, enfin Bien sûr. c'est C'est désagréable, horrible. c'est relou, tu vois, tu peux passer une nuit entière quand tu passes une nuit entière à allumer, à éteindre un interrupteur, c'est dur. Et quand je me suis rendu compte que ça pouvait rendre ce que j'aimais le plus faire au monde rébarbatif, j'ai dit non, il n'est pas question que ça continue. Et quand tu te rends compte que tu peux ne plus le faire dans un contexte, ben ça ouvre plein de choses pour plus le faire dans le reste de ta vie. Donc je vais pas dire que j'ai pas des petits moments de rechute, où c'est dans deux types de cas, ou quand les choses vont plutôt mal, ou quand les choses vont trop bien. Parce qu'en fait, les tocs, c'est quoi? C'est et j'aime, tu sais, donc trouble obsessionnel compulsif, c'est aussi une façon de prendre le contrôle de ta vie. Donc il y a des gens, leurs tocs, c'est des tocs de nettoyage, que j'ai pas du tout, j'ai pas les tocs de propreté, etc. Mais il y a des gens, tu vois, moi j'ai les tocs justement de rituel. Donc répéter les choses un certain nombre de fois. Et quand tu as ça,
c'est une façon en fait d'essayer de prendre le contrôle de tous les aspects de ta vie, le contrôle de l'incontrôlable. C'est-à-dire l'idée de se dire si je dis n'importe quoi, je soulève et je pose cette tasse 8 fois d'affilée, j'évite telle chose ou je fais telle chose. Ou, il faut que ce soit parfaitement posé pour éviter qu'il y ait un problème, etc. Et en fait, c'est une façon pour toi... Ça s'appelle la pensée magique, voilà, en fait, ça. Ouais, exactement. De prendre, c'est le terme que j'ai utilisé, ça te permet en fait de prendre le contrôle de l'incontrôlable. Et donc quand tout va mal, tu veux reprendre le contrôle. Quand tout va bien, tu as peur de perdre le contrôle parce que tu te rends compte que tout va bien. Mais c'est ça. C'est un poids en fait, c'est fatigant. Voilà, épuisant. Par contre, avec le jiu-jitsu, comme tu contrôles pas, tu essaies de prendre le contrôle d'une situation chaotique, mais comme dans toutes les formes de combat d'opposition, tu apprends en fait que tu n'as pas besoin de ça. C'est tes ressources personnelles qui vont t'aider à te sortir, ta technique, ton abnégation, ton entraînement. Et ça m'a permis de me libérer de ça, ce qui fait que maintenant... Si une fille vivait avec moi ou si quelqu'un est mon coloc, il le voit, mes meilleurs amis le voient, 2-3 petits trucs, ils disent ah. Ils disent ça parce qu'ils se disent s'il y a une meuf qui regarde et un truc comme ça, il faut qu'ils se dédouanent, tu sais, il faut pas qu'elle pense que je suis en haut. Et donc tu vois. Attends, je dois refaire 27 fois. Il faut que je refasse 27 fois. Et donc non, tu vois que il voit des petits trucs, des petits patterns, des petits schémas de comportement, mais c'est aussi dû à ma nature, c'est quelque chose que j'ai complètement sous contrôle. Mais à une époque, c'était une catastrophe. Hein. Je vous raconte, mais quand je jouais aux jeux vidéo, des trucs, c'était terrible. Hein. Et c'est une maladie, un trouble mental dont on rigole beaucoup, et c'est parce que c'est drôle, c'est complètement ridicule. Hein. Ça fait quand même un peu pitié. Mais il faut pas minimiser, il y a des gens qui peuvent pas sortir de chez eux. Hein. Ah bah ouais, c'est sûr. C'est chaud. Hein. Donc voilà. C'est un truc. Mais il y a beaucoup de. Arrête de rire de mon malheur. On rigole pas. Il m'a surpris. Il m'a fait sursauter. On rigole pas, on compatit, on le partage parce que quand tu partages ça diminue. D'ailleurs, si vous avez des tocs, ah non, faut pas dire. Si vous avez des rituels dans la vie de tous les jours, mais que vous répétez beaucoup de fois en 1 heure, hein, c'est que vous êtes malade et vous devez vous faire soigner. Venez les partager en vidéo, histoire. Venez les partager en vidéo. Envoyez-les-nous. Le prochain podcast, c'est moi qui tourne une tasse. Ouais, pendant 1 heure. D'ailleurs, on a une playlist, c'est que des trucs comme ça. Ah, t'as vu, moi, il va raconter. Rien que d'y penser, je suis angoissé. On en a un où c'est Eric qui tourne sur la tête pendant 1 heure, comme ça. C'est cool. C'est pas mal du tout. Ah ouais. Oh, j'en ai marre de toi. Putain, c'est un ouf. Mais non, mais tu sais, lui, avec les techniques, des fois, et tu sais, tu vois, il peut pas s'arrêter. Il faut qu'il ait fini toute la gamme. Genre, il va faire la garde fermée. Moi, je vais me dire, j'en choisis 3 et je les dribble plusieurs fois. Non, lui, il faut qu'il les récite toutes. Et après, c'est bon. Ou alors, il faut que ça soit lui qui fasse la dernière technique. Bâtard, t'as remarqué ça, je t'emmerde. Faut toujours qu'il fasse la dernière technique. Attends, on a un commentaire. On voit pas le monsieur au trouble compulsif. Ah, on ne se voit pas. C'est lui qui a... Voilà, c'est moi le monsieur au trouble compulsif. Je suis plus beau parce qu'il faut quand même que je compense, sinon j'aurais aucun succès sur Tinder. Mais là, c'est moi. Salut. Il a beaucoup de troubles compulsifs. Et donc voilà quoi. On va le remettre. Attends, remets bien. Tac. Voilà, comme ça on va. En ce moment, notre coucou. En ce moment, notre trouble compulsif, encore, comme on a parlé dans le deuxième podcast, c'était là, ça on prépare Warhammer. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Alors. Là, c'est quand même, ça fait partie de nos rituels là, en ce moment. On est dans le sujet. Je voudrais que tu nous en parles. Je peux rien dire. Alors, non, je peux. Alors, sur notre campagne qu'on va commencer là, qui sera aussi filmée sur une autre chaîne si vous voulez la voir. Donc, j'ai choisi pour notre campagne Warhammer première édition. Si tu peux expliquer rapidement ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas. Alors, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est un jeu de rôle plateau pour les personnes qui ont été exposées peut-être à travers des séries comme Stranger Things. C'est ce qu'on appelle, ce que certains appellent en anglais du cooperative storytelling, c'est-à-dire de la narration coopérative. Donc vous avez un maître de jeu qui sera moi, qui connaît les règles et qui vous donne un schéma dans lequel vous allez évoluer, un monde, et vous avez des personnages avec des statistiques, des choses comme ça, un peu comme dans un jeu vidéo, et vous allez évoluer dans un monde qui est en fait créé par notre imagination collective.
Ça, c'est marrant. Et donc, on a des dés à plein de faces et c'est très geeky. J'ai choisi Warhammer première édition, qui est un jeu qui est plus vieux que moi, hein, le bouquin que j'ai. C'est 82. 86. 86, donc j'avais 3 ans. T'avais quel âge? 1 an. 15 ans? 1 an. D'accord. Gérald, il avait 15 ans. Moi, je m'apprêtais à avoir 1 an. Et je suis né en 87. Et donc, c'est un jeu qui est... en anglais, ils le définissent souvent en disant mud, blood and shit. C'est-à-dire... Traduction. De la boue, du sang et de la merde. Donc, Voilà. c'est un jeu... C'est appétissant. C'est un jeu dur. C'est-à-dire que c'est le genre de jeu de rôle où... Il faut jouer avec son caca. Tu vas pas... Ouais, c'est ça. Ça te plaît, ça, hein? Ça, C'est ça. ce que tu fais le soir, hein? Ça te parle. Ça, c'est ta cam. Quand tu mets ta couche avec ta copine. Et donc tu viens. J'ai joué avec mon caca pendant 2 heures. C'est problématique quand même. Il va se ramener en couche. Tu sais pas ce qu'on faisait aujourd'hui? Voilà. Et non, et donc, Tu fais ça sur les murs, comme les mecs là qui s'habillent en bébé là. Non, elle me dégoûte celle-là. Ah ouais, Vas-y, continue. et donc il faisait un. Et donc on faisait un. Et donc en gros le principe du jeu c'est on va jouer. C'est pas un monde où t'as un magicien quand tu t'es fait couper qui va venir te soigner. C'est-à-dire si tu te prends t'es dans une espèce de Moyen-Âge 15e siècle. Quand tu te prends un coup d'épée dans le bras, il faut voir si ça s'infecte pas, tu vois. Donc c'est sympa. Moi, c'est un monde qui me plaît, qui est complexe, qui est assez sombre, grimdark. Donc c'est assez drôle parce qu'on va voir avec des combattants en plus, parce qu'il y a beaucoup de Il y a combattants. Peter Ligier qui est dedans. Peter donc Ligier combattant qui est du dedans. Bellator. Il est quoi déjà lui? Alors les personnages, on a Gérald qui va jouer un nain. Joli. Un geôlier. Un Un geôlier. Alors Peter et Johnny sont joués des chasseurs de primes. Des chasseurs de On a primes. Régis qui va jouer un tueur de trolls et on a Sylvain qui est un ami de Gérald, qui est un peu notre organisateur de soirées jeux de rôle et jeux de plateau, qui lui joue un ingénieur nain. Donc ça va être assez marrant, vous êtes une belle Ça team va de être bras un cassés. bordel. On va Il m'a bien raconté rigoler, le hein. pitch un petit peu du début là. Ça je te raconterai ça tout à Oh l'heure. là là, c'est un bordel. Ça va être un truc de ouf. Mais moi ce que j'attends c'est Il y les en a combats. qu'un qui est normal. Il y en a un qui est normal. C'est Bah, Sylvain, en c'est réalité, le il y en a mec qu'un seul normal. qui est normal dans le groupe, mais ça, ce qui va me faire marrer, Ouais, c'est quand c'est les moi. mecs ils vont arriver, ils vont dire hey, je te tiens en single leg, machin, et là je je l'emmène t'emmène au au sol. sol. Mais non, il est pas tombé. Mais Et si, je le Sylvain, tiens en comment il va single faire? leg. Il va rien profond. comprendre. Sylvain, c'est un ingénieur, il peut pas se battre. Je lui lance une clé à molette. Je lui lance une clé à molette, il te met un coup de tête, c'est fini, t'es ouvert dans l'arcade. Il n'y a pas de clé à molette à cette époque-là. Comment tu fais, Sylvain? Faut descendre vachement bas pour faire un single leg. Hein, non. Ça va devenir technique. Pas mal. J'avais pas pensé. Pas mal. Pas mal. Voilà. Pas mal. On va faire de la lutte à passe-partout et tout. Donc pour finir, donc on aura une chaîne, une playlist qui parlera justement juste des jeux de rôle. Donc ça sera un peu plus long. Vous pouvez aussi regarder sur Twitcher, c'est ça? Non, Twitch. comment ça Sur Twitch. Twitch, ouais, sur Twitch On aussi. sera sur Twitch, ouais. Tout sera en direct, donc c'est cool. C'est un petit délire qu'on se fait et tout. Donc voilà, donc merci à Eric, merci Gérald. Et puis on se retrouve pour la prochaine. Allez, Ouais, ça.